Faire l'astrologie de Peter Dinklage qui joue le rôle du nain dans Game of Thrones. Moi, j'oublie tous les noms de tous les acteurs qui ont là nom. Du coup, lui, il joue le rôle du nain dans Game of Thrones. On va appeler le nain parce que j'oublie le nom de son personnage. Il va peut-être me revenir au bout d'un moment. Et du coup, alors, on a pas mal de choses assez marrantes ici. Vu le personnage, forcément, on a pas mal de choses à montrer. Je vais aller ici plutôt. Du coup, lui, on a son heure de naissance, c'est un des seuls avec Maisie Williams, qu'on a l'heure de naissance. Sophie Turner, je sais plus si on a son heure de naissance, je crois pas. Du coup, ouais, on a Peter Dinklage. Alors, lui, il a ses vies entières dans la 7e maison, du coup. Quelqu'un de très social. Et dans le signe de Vierge, avec Jupiter, à côté du point d'éclipse des vies antérieures. On a le Soleil en Gémeaux, avec Mercure très bien placé en Gémeaux, donc ça donne son côté parle beaucoup, et que est très intelligent, et du coup, tu vois, ce que je disais, ce que j'ai pas mal dit dans mes posts sur Facebook et ailleurs, c'est que souvent on confond intelligence et capacité à communiquer. Et souvent, on va voir des personnes qui sont déclarées comme très intelligents ou montrées comme intelligents, qui vont avoir un Mercure, un côté Mercure ou un côté Gémeaux ou Vierge très fort dans leur personnalité, et du coup qui vont parler avec beaucoup d'aisance, qui vont communiquer, qui vont lire, qui vont apprendre facilement, qui vont être des maîtres de la communication et de l'apprentissage. Mais ça ne veut pas forcément dire que la personne est intelligente. Ça va donner une capacité à parler et à écouter et à communiquer en général. Mais du coup, c'est pas forcément l'intelligence. Ça aide l'intelligence. Mercure aide le soleil. Mais c'est le soleil qui est l'intelligence, c'est pas Mercure. Mais du coup, en Gémeaux, le soleil est bien placé. Du coup, il y a quand même pas mal d'intelligence. Mais c'est dans la 4e maison, du coup, ça donne un rôle de leadership qui est difficile. Parce que c'est dans la 4e maison qui est opposée à la 10e. Si on regarde ici, c'est plus facile. Mais la Mars sur la 10e maison, donc ça aide beaucoup aussi son leadership, tout en ayant un problème avec son soleil qui est à l'inverse du zénith. On a un peu d'aide ici par rapport à son Mars, et un peu de difficulté par rapport au Soleil qui est dans la 4e maison. Mais son Soleil a quand même le minimum de force requise, du coup il n'est pas faible non plus. Mais il y a une petite faiblesse quand même, parce que le placement par rapport aux maisons est quand même très important. C'est le second le plus important, et peut-être même plus important que le signe en lui-même, même si j'ai tendance à considérer le signe plus important. Les deux sont plus ou moins équivalents. Alors, ensuite, il y a la Lune en Taureau, très bien placée, mais à côté de Saturne, et il y a Vénus très bien placée en Taureau, mais à côté de Saturne aussi. Saturne en Taureau est quand même assez bien placé, mais il y a la Lune qui va titiller un peu. Saturne et la Lune ne s'aiment pas, et ils se chamaillent, et ils se détruisent un peu mutuellement. Après, on a aussi le point d'éclipse sur son ascendant. Donc ça, à mon avis, c'est dû au fait, ça va montrer que c'est quelqu'un qui a du mal avec qui il est lui-même. Du coup, ça rejoint le fait qu'il a des difficultés avec l'image de lui-même. Et ça revient à beaucoup d'endroits, et c'est dû au fait qu'il est né comme il est né. Et c'est aussi dû à sa lune qui est à côté de Saturne. Le fait que la lune, normalement, c'est la croissance, et le fait que c'est à côté de Saturne, c'est peut-être ça qui lui a donné cette apparence-là, et aussi le fait qu'il a le point d'éclipse directement sur l'ascendant qui représente le physique,
le physique, le corps et la personnalité, où on vit, l'endroit où on passe notre temps et tout ça. Et aussi une partie de l'intelligence. Du coup, il y a une partie de son intelligence qui est un peu cachée, un peu en brouillard, et peut-être aussi un peu de mal à être intelligent parfois, malgré que pas mal de choses qui démontrent quelqu'un de très perspicace et d'intelligent. Après, il a Jupiter qui est du point d'éclipse, des vies antérieures, vraiment quasiment au même degré. Et du coup, ça montre quelqu'un qui veut aider les autres, un côté spirituel, un côté j'aime aider les autres, je ne pense pas qu'à moi, je pense au côté invisible des choses et j'ai envie d'aider beaucoup et que je donne beaucoup de moi-même en général. Et du coup, c'est quand même dans le signe de Vierge, donc c'est un peu quand même pas parfait non plus. Et du coup, il y a des difficultés quand même un peu là. Et après, toutes les planètes qui sont à côté du point d'éclipse sont paradoxales dans le sens où, comme j'expliquais, ce point d'éclipse-là donne l'impression qu'on n'a pas cette compétence-là, même si les autres la voient beaucoup. Et quand c'est à côté de l'autre point d'éclipse, c'est l'inverse. On n'a pas beaucoup cette capacité, mais les autres la voient beaucoup. Ici, on a aussi le Soleil qui est éclipsé en partie par point d'éclipse de vie antérieure et qui n'est pas un très bon placement pour le Soleil. Du coup, ça donne quelqu'un qui a un manque de confiance en lui, partiel, parce que le Soleil est un peu éclipsé par le point d'éclipse. Et on a aussi, du coup, un très bon placement pour Mercure, parce que c'est à côté du point d'éclipse, et Mercure, généralement, il aime bien être à côté des points d'éclipse, surtout quand il est très bien placé comme il est en Gémeaux. Du coup, ça donne quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur le côté information, côté recherche et tout ça. Ou quelqu'un de très qui peut paraître très intelligent parce qu'il a passé beaucoup de temps dans la recherche et l'information, la communication et tout ça. Et dans la série, on voit qu'il est très intelligent, enfin très intelligent. J'ai utilisé grossièrement le mot intelligent à chaque fois parce que ça se confond. Et voilà, donc quelqu'un qui lit, quelqu'un qui s'informe et qui parle beaucoup. Et qui a un côté social très fort parce qu'il est dans la 7e maison, son point d'éclipse. Du coup, dans la 7e maison, le point d'éclipse va donner quelqu'un qui a l'habitude d'être avec les autres, qui passe beaucoup de temps avec les autres, qui aime être social, qui est dépendant des autres pour avoir une personnalité. Et qui, quand il est tout seul, il a du mal avec lui-même, il ne sait pas qui il est, il a du mal avec qui il est vraiment, il ne sait pas qui il est, il cherche qui il est, il essaye de comprendre et il a du mal. Du coup, on retrouve parfaitement dans son astrologie le rôle qu'il joue. Après, on a ici le côté taureau, donc ça va être le rôle qu'il joue quand il est un peu gestionnaire du royaume. Il arrive à gérer pas mal le royaume parce que la lune en taureau, c'est très bien placé. Mais il y a Saturne qui gêne, du coup il y a quand même un petit truc, enfin, il y a une mauvaise image de lui-même, du coup il a du mal quand même à faire ce rôle-là. Parce que la lune c'est très important pour la gestion des choses, la lune c'est le visage, du coup ça va être les sens, et du coup c'est quelqu'un qui, si la lune est, s'il n'y a pas Saturne ici, et même avec Saturne c'est quand même très fort, c'est quelqu'un qui va être capable de gérer beaucoup ses finances, qui va être capable de voir où sont les choses et d'être terre à terre avec les finances. Et le fait qu'elle a Vénus aussi, qui est ça d'ailleurs, sa planète la plus forte, fait que c'est quelqu'un qui est très diplomate, quelqu'un qui arrive à être en confort, enfin qui arrive à conforter les autres, arrive à gérer les autres et son côté donne beaucoup de lui-même d'un point de vue diplomatie. Donc on a les deux planètes qui, ici Jupiter qui est lié à son point d'éclipse, du coup il donne beaucoup d'un point de vue spirituel, mais aussi il donne beaucoup d'un point de vue mondain dans le sens diplomatique, il gère les autres. Vénus et Jupiter représentent les deux en astrologie védique, c'est considéré comme les deux gourous, les deux professeurs en fait. Un professeur spirituel,
quand je dis gourou, c'est d'un point de vue indien, c'est pas la mauvaise connotation qu'on a en Occident. Et du coup, on a le professeur spirituel et on a le professeur du monde réel, du monde des plaisirs, de la vie et tout ça. Et des gens, le confort et tout ça. Et c'est aussi pour ça qu'il aime bien, il y a un côté plaisir des sens sexuels dans son rôle, tout en train de parler des plaisirs et tout ça, quand il va avoir des relations avec des femmes et tout ça. Donc ça, c'est lié à ce côté-là, et aussi le fait que Saturne est là, ça donne un côté qui va un peu exagérer les choses, dans le plaisir des choses. Mais comme Vénus et la Lune sont très bien placés, au bout d'un moment, il arrive à passer outre et être un peu plus sérieux. Mais il y a ce côté-là aussi chez lui, qui ressort très fort dans sa personnalité. Et du coup, il a quand même vraiment beaucoup de planètes quand même bien placées dans son astrologie, que ce soit Mercure, que ce soit la Lune, même s'il y a un peu de difficulté ici, Mars qui est très bien placé là où il est. On a vraiment, c'est pour ça qu'il a ce rôle de leader, malgré qu'il est petit et qu'il a cette vision de lui-même qu'il a du mal. Toutes les autres planètes sont très bien placées et il a quand même travaillé quand même sur lui-même aussi, parce qu'il a Poisson qui est géré par le maître, par Jupiter, qui est le maître de Poisson, et qui est lié à ses vies antérieures. Donc il a quand même travaillé un peu sur lui-même, déjà. Et du coup, c'est moins problématique quand on a ce placement-là de comprendre qui on est. Et du coup, c'est pour ça un peu que ce personnage joue le leader, en fait, caché, pas reconnu, un peu bâtard, mais qui finit en fait par être un des meilleurs leaders de la série, parce qu'il a son soleil est bien placé, Mars est bien placé, Mercure est bien placé. Je crois pas qu'il est en combustion en plus, Mercure, ce qui est très rare. Enfin, pas forcément très rare, mais qui est assez rare. Du coup, on a Mercure, le Soleil, la Lune et Vénus qui sont relativement bien placés. C'est pas très négatif ça, même si ça gêne un peu. Et du coup, on a un des meilleurs personnages, à mon avis, de la série. Et Jupiter, c'est son planète personnelle. Donc c'est quelqu'un qui veut aider les autres. Il joue le rôle de conseiller. Dans la série, il joue plus le rôle du conseiller Mercure que le rôle du conseiller spirituel. Mais il y a beaucoup de spiritualité qui ressort dans sa personnalité. Après, il joue aussi le rôle du conseiller mercurien de Mercure, parce que son Jupiter est dans le signe de Vierge, qui est lié à la planète Mercure. Parce qu'on a beaucoup de Mercure, de parler, de social, de communication, de recherche dans sa personnalité qui ressort un peu partout. Que ce soit dans ses vies antérieures où il a passé beaucoup de temps avec la 7e maison. Après, un des trucs qui ressort aussi, c'est qu'il est très bon en manipulateur. Et ça, à mon avis, c'est lié à la 7e maison. J'ai remarqué que le placement opposé, on a des personnes qui sont très naïfs. Quand on a le point d'éclipse ici, dans le point d'éclipse des vies antérieures, c'est-à-dire celui-là qui est ici, c'est-à-dire inversé par rapport à lui, j'ai remarqué que c'est des personnes très naïfs, qui ont du mal à comprendre la 7e maison, qui est le monde un peu de la manipulation, enfin, pas forcément de la manipulation, mais de comprendre comment les autres agissent. C'est-à-dire que la 7e maison, c'est un peu la maison qui est liée aux autres, et les autres ont tendance un peu à faire ce qu'ils veulent, et qu'on ne peut pas maîtriser ça, si ce n'est par la manipulation ou par des méthodes de foule, en fait. La 7e maison représente aussi la foule, le contrôle des foules, le contrôle des personnes qu'on ne peut pas vraiment contrôler. Et ça représente aussi nos partenaires de vie.
Aussi, ouais, le fait que lui, sa maison, enfin, sa vie antérieure sont liées à sa maison, c'est des personnes qui ont souvent pas mal de partenaires facilement, qui peuvent attirer facilement des partenaires sexuels ou amitiés ou relationnels business parce que c'est lié à la septième maison. Et du coup, c'est des personnes qui ont l'habitude de gérer les autres. Et quand on gère les autres, souvent on utilise des méthodes indirectes, que ce soit enfin, un peu de la manipulation, mais pas forcément négatif, mais c'est un peu comment gérer les autres, gérer la foule. Et du coup, il y a une sorte un peu d'hypocrisie, un peu parce que on ne peut pas contrôler les autres directement, donc on utilise forcément des méthodes un peu indirectes. Du coup, il y a ces indirections et ces méthodes un peu de manipulation qui sont liées à la septième maison. Et le placement opposé donne l'inverse, des personnes qui ont des difficultés à gérer les autres, qui veulent être pures, qui veulent rester eux-mêmes dans leur coin, qui veulent pas gérer les autres, mais qui sont un peu obligés de gérer les autres. On a ce paradoxe-là inversé quand c'est dans l'autre sens. Et du coup, c'est pas mal de choses à dire sur ce placement-là, parce que c'est directement lié aux autres, c'est-à-dire le point d'éclipse, il va être lié soit à lui-même, soit aux autres. Et du coup, ça donne des personnalités vraiment, je ne vais pas utiliser paradoxales, mais ça donne des personnalités qui ont des difficultés directement avec eux-mêmes et les autres. Et comme nous et les autres, c'est un peu le truc, enfin la chose la plus importante. C'est pour ça que l'ascendant est important. Et c'est là qu'on se rend compte aussi que quel rôle joue vraiment l'ascendant, c'est quand on a une planète qui est difficile ou qui est une planète difficile, on va dire, ou paradoxale, qui est sur l'ascendant, on va vraiment voir que là, l'ascendant joue un rôle primordial qu'on ne voit pas forcément ailleurs. C'est par exemple quand l'ascendant est vide, on dit bon bah ouais, ascendant poisson, ça sert pas à grand chose en fait. On a l'impression que ça représente pas grand chose quand il n'y a rien dessus. Mais c'est important, parce que quand on a justement enfin, on se rend compte que quelque chose est important quand on ne l'a plus. Quand on se coupe un bras, c'est là qu'on se rend compte que le bras il était important. Et du coup là, quand on coupe un peu l'ascendant, c'est-à-dire le corps, le physique, l'apparence, là où on vit, un peu notre espace personnel, on va dire. Quand on coupe ça, et ben là, on se rend compte que c'est important. Et du coup, ces personnes-là ont du mal à se gérer eux-mêmes. Et c'est des personnes qui vont passer très peu de temps seules en général, qui vont être tout le temps accompagnées, qui vont être un peu dépendants des autres. Tout en étant très très habitués à gérer les autres et du coup qui vont montrer une certaine indépendance par rapport au fait qu'ils sont capables de manipuler les autres. Quand je dis manipuler, ça va pas forcément dire négatif, d'une manière négative, mais ça va être d'une manière mondaine, c'est-à-dire pouvoir gérer les autres. Vraiment. C'est plus le mot gérer qu'on devrait utiliser. Après, il y a toujours une connotation négative aussi par rapport à la septième maison. Parce que c'est une maison qui est liée au... C'est une maison Kama, on appelle maison du désir. Et cette maison-là est particulière pour les raisons qu'on peut comprendre quand on observe les gens quand ils sont en groupe. Ils ont du mal à se gérer en groupe et du coup on a tous les problèmes qui ressortent ici. Et on va avoir l'effet inverse dans la première maison, c'est-à-dire que ça va être une maison spirituelle, quelqu'un qui s'occupe de lui, quelqu'un qui travaille et tout ça, enfin qui travaille sur lui-même, sa personnalité, et qui donne l'impression d'être pur et tout ça. Et du coup, il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur ce placement-là, et je pourrais passer des heures à expliquer ça, parce que c'est très important, et c'est là qu'on se rend compte vraiment de comment le monde réel existe, et pourquoi il existe de cette manière-là par rapport à ce placement paradoxal qu'on peut avoir quand un des points d'éclipse, quand les points d'éclipse sont sur ces maisons-là, ou qu'on a Saturne sur la première maison aussi, ça va donner un peu d'une manière très différente, mais ça va donner un peu le même ressenti. Ou Saturne sur la septième maison aussi, ça va être un peu
Ça donnait un peu le même ressenti, mais inversé. Le point d'éclipse, c'est Saturne, ce point d'éclipse-là, de Raoult, North Node, va être très similaire à Saturne, dans le sens où c'est là où on a des difficultés. Sauf que ce point d'éclipse-là, on va pas s'en rendre compte qu'il y a des difficultés ici. C'est un peu un brouillard, en fait. C'est-à-dire que c'est une difficulté invisible. On ne se rend pas compte et que les autres vont pas se rendre compte non plus au début. Alors que Saturne, c'est évident qu'on a des problèmes ici. Les gens, en général, quand tu as Saturne sur l'ascendant, les gens ils vont voir directement que tu as un problème avec toi-même. Tu as un gros problème avec toi-même. Je connais des personnes qui ont Saturne sur l'ascendant. Et quand ils rentrent dans une salle, les gens voient tout de suite que cette personne-là a des difficultés dans la vie. Et ça se ressent direct. C'est pas quelque chose d'invisible. Quand on a le point d'éclipse sur l'ascendant, ça va pas se voir. Et même la personne ne va peut-être pas s'en rendre compte du tout, elle, qui a ce placement-là. Par contre, Saturne, là où il est placé, on sait qu'on a des problèmes ici. Et ça se voit. Et Saturne sur l'ascendant, ça se voit un peu sur l'apparence, ça se voit un peu que la personne a des difficultés, du coup. Du coup, je vais m'arrêter ici pour Peter Dinklage. J'ai un peu expliqué autre chose que lui-même, parce qu'il y a des placements qui sont assez intéressants à décrire. Mais du coup, pour finir quand même, je dirais que son Vénus est très bien placé. Et il a mis un cœur très fort, du coup, diplomatie, tact, capacité à gérer les autres qui sont très forts. Et voilà quoi, en gros, ce qu'on a ici. Et voilà.